On est dans le 19e siècle de l'autopsie. On n'est plus dans le juridique là aujourd'hui, l'affaire a été jugée, on est quasiment dans l'historique. Et ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que la mort a engendré la mort. Toute notre génération, on a grandi avec la photo du petit Grégory. C'est une famille compliquée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. Nous entendons ses camarades de classe et nous découvrons que, contrairement à ce qu'elle nous dit, elle n'est pas repartie au Monzé avec le bus de ramassage scolaire, mais que quelqu'un est venu la chercher. Donc Muriel est placée en garde à vue. Elle a raconté tout d'abord ce qu'elle avait fait. Au début de son audition, donc elle confirme, elle nous dit bien qu'elle a pris le bus de ramassage scolaire. Et puis tout d'un coup, alors il n'y a pas la question sur interpellation. On ne sait pas quelle est la question. Quand on arrive à lui montrer qu'elle nous ment, puisque nous avons plusieurs personnes qui nous affirment qu'elle n'était pas dans le car. Effectivement, ce qui n'est pas du vocabulaire d'une gamine de 14 ans en SES. Hein. C'est à ce moment-là qu'elle craque et qu'elle nous fait les aveux. J'étais avec Bernard Laroche, etc., etc. Et elle raconte ce qu'elle a dû entendre quelques minutes plus tôt par les gendarmes. Elle nous avoue que c'est son beau-frère, donc Bernard Laroche, qui est venu la chercher. Je pense qu'elle a été complètement submergée par... elle n'avait jamais vu 5 gendarmes autour d'elle. Hein. Elle ne craque pas, elle ne tombe pas en larmes, ce n'est pas un effondrement. Elle est simplement coincée. On arrive à lui démontrer que ce qu'elle nous dit n'est pas conforme à la vérité, compte tenu des autres témoignages. Elle a pris le car scolaire. D'ailleurs, la plupart des témoins se font référence à des dates qui sont fausses. Et voici ce qu'elle va déclarer. On ne s'attend tellement pas à ce témoignage que même moi, je ne suis pas là quand elle passe aux aveux. Bernard Laroche m'attendait à la sortie du collège. Il m'a fait monter dans sa voiture. Sébastien était assis derrière. On s'est arrêté à l'éponge et Laroche est revenu avec un petit garçon qui portait un bonnet, qui a pris place à l'arrière. Ils sont repartis, se sont arrêtés dans un village. Il n'y avait plus de petit garçon. Le lendemain, dans le journal, elle a reconnu Grégory. Donc je suis appelé 2 heures après. Je retrouve une fille totalement détendue. Elle ne semble pas subir de pression. Elle ne semble pas traumatisée, elle ne semble pas apeurée. Elle nous réaffirme plusieurs fois tout ce qu'elle a dit. Si elle était complice, c'est-à-dire que si elle est coupable, pour autant qu'elle culpabilise de l'acte qu'elle aurait commis, on peut imaginer que cet aveu a un effet de libération. On lui explique que ce qu'elle nous dit est grave. Elle le confirme et cela, elle le fait durant toute sa période de garde à vue jusqu'au lendemain. Alors que nous prenons toutes les précautions pour la maintenir dans un environnement qui ne soit pas traumatisant pour une jeune de cet âge-là. Nous contactons le juge d'instruction, bien sûr, pour l'informer de ces témoignages qui est essentiel. Hélas, il ne se rend pas disponible pour venir, ni le vendredi soir, ni même le samedi matin, alors que je le rappelle personnellement pour attirer son attention sur l'importance et la gravité de ce témoignage. Il nous dit qu'il a autre chose à faire pour ce week-end. Ça paraît absurde, mais c'est pourtant la vérité. Les gendarmes disent qu'ils ont cherché à joindre Lambert et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et lui, il me dit, c'est pas vrai, j'étais là. Il m'a dit ça il y a plusieurs années. Le juge a dit non, j'ai pas le temps. C'est le week-end de la Toussaint, je crois. Et je l'entendrai le lundi ou le mardi, mais en présence de son père. Nous demandons l'autorisation de prolongation de garde à vue au juge. La prolongation de garde à vue, en fait, ne joue que pour une petite heure, pour qu'elle soit examinée par un médecin. Par téléphone, il nous donne cette autorisation, mais il ne fait pas la pièce qui va bien pour établir, officialiser son autorisation.
On l'a gardée 24 heures, on a fait venir un médecin, le médecin a dit qu'elle était bien, qu'elle n'était pas terrorisée. Nous avons à ce moment-là certaines mines qui se mettent en place et qui vont exploser quelques temps après et qui vont complètement dénaturer toute cette partie du dossier. Son témoignage met directement en cause Bernard Laroche. Elle ose donc, par son propos, par ses paroles, accuser un parent. Normalement, le juge d'instruction aurait dû l'entendre tout de suite. La première des erreurs que commet le juge d'instruction, c'est de ne pas se rendre sur place immédiatement à la brigade de Bruyères quand on lui dit que l'on a un témoignage direct de quelqu'un qui avoue avoir été présent à l'enlèvement et quasiment au meurtre de Grégory. Il ne le fait pas. Par ailleurs, ce témoignage, il est recoupé par plusieurs autres témoignages de personnes donc qui confirment les faits. Normalement, elle n'aurait pas dû retourner dans sa famille, parce que, bien évidemment, c'est la mettre en proie à toutes les pressions. Donc nous sommes obligés de remettre Muriel en liberté. Nous la raccompagnons chez elle le samedi midi. Elle passe le week-end avec son père, sa mère et tout ça. Et tout le monde sait ce qu'elle a dit, parce qu'on l'a dit au père, on a dit voilà ce qu'elle nous a dit. Bon. Donc tout le monde connaît son aveu. Et elle ne sera conduite auprès du juge que d'autorité, parce qu'un gendarme va décider de le faire, sinon le juge ne l'aurait pas entendu. Et nous décidons donc de conduire Muriel au juge d'instruction d'office le lundi matin. Le lundi, devant le juge, pas du tout intimidé, elle raconte encore la même histoire. Donc sans variation. Jean-Michel Lambert entend seul, en tête-à-tête, il entend Muriel qui lui confirme tout ce qu'elle a dit aux gendarmes. Il est extraordinaire que dans sa famille, chez les Boll, on ne l'ait pas insultée quand elle est arrivée. Mais non. Elle passe 24 heures, 48 heures avec eux, sa famille. Elle revient chez le juge, elle redit la même chose. Ensemble, ils vont sur le terrain avec des gendarmes pour établir la reconstitution des faits tels qu'elle le relate. Le juge d'instruction s'était déplacé sur les lieux. Il avait noté dans des procès-verbaux que les déclarations ne tenaient pas. Elle a eu 3 fois un aveu complet, circonstancié, sans trace d'émotion. Le soir même, le juge Lambert annonce qu'il inculpe Bernard Laroche pour enlèvement et assassinat. Et il commet une double erreur à ce moment-là. D'une part, il ne protège pas son témoin clé, c'est-à-dire qu'il ne met pas au secret Muriel, comme il aurait pu le faire, en l'inculpant de complicité pendant quelques jours, le temps d'apaiser les choses et de vérifier les déclarations. Et il commet une deuxième erreur en faisant une conférence de presse durant laquelle il confirme que c'est bien le témoignage de Muriel qui apporte un élément déterminant pour cette inculpation. Son témoignage, vous le comprenez, est essentiel puisque c'est finalement la seule pièce à conviction. Donc il dévoile ces éléments alors que Muriel est remise en liberté et évidemment ça va provoquer une réaction très très forte de la part de la famille qui ne comprend pas ce qui a pu se passer et qui n'imagine pas un seul instant que Bernard Laroche puisse être impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette histoire. L'arrestation de Bernard Laroche ne va pas échapper à la scénarisation de ce procès. D'un coup, au JT, chez soi dans la télé, on se prenait toute une affaire criminelle dans les détails, en direct, sans forcément avoir le temps de prendre le recul nécessaire par rapport à ça. On a l'impression que, techniquement, on néglige beaucoup de choses sur le plan de la forme et du fond. Mais que jamais, à aucun moment, le juge ne loupera la scénarisation de l'affaire. En quelque sorte, sa mise en scène. Par exemple, l'arrestation de Bernard Laroche va se faire sous les projecteurs, comme à Cannes, le jour de l'ouverture du festival Sinistre, cette fois-là. On est donc vraiment dans une hyper-médiatisation qui ne laisse échapper aucun détail du trou de la serrure judiciaire.